Bonsoir à tous. Comment s'entraîner quand on manque de temps? 5 conseils. Alors effectivement, c'est une problématique qui est commune, je dirais, à beaucoup d'athlètes amateurs. Voilà, parce que quand on gère une activité professionnelle, qu'on a une vie familiale et qu'en plus on doit s'entraîner pour se préparer en vue d'objectifs, s'entraîner pour progresser, s'entraîner pour être en forme, et bien voilà, la problématique du triathlon, c'est que ça prend beaucoup de temps et que si on veut s'entretenir, eh bien, il faut faire un minima pratiquer l'un des 3 sports chaque semaine, enfin les 3 sports chaque semaine, donc une natation, un vélo, une course à pied. Et puis si on veut progresser, bah, il faut augmenter, hein, donc ça veut dire s'entraîner 2 à 3 fois dans chaque sport pour faire un travail suffisamment intéressant, suffisamment significatif pour progresser. Alors quand on manque peu de temps, je dirais que l'idée effectivement c'est d'être bien organisé, bien structuré pour ne pas gaspiller son temps. Et il faut que chaque séance d'entraînement, chaque minute d'entraînement soit efficace, soit rentable. Voilà, parce que c'est une condition sine qua non pour essayer de progresser. C'est vrai qu'à l'inverse d'un athlète pro qui a 100% de son temps libre pour s'entraîner et récupérer, mais un athlète amateur, lui, il a des petits créneaux dans la semaine pour s'entraîner et puis il récupère quand il peut. Donc il faut effectivement être qualitatif, aller à l'essentiel pour tirer la quintessence de ce peu de temps disponible. Alors le premier conseil que je peux donner aux sportifs amateurs en termes d'organisation, c'est que il faut bloquer les créneaux d'entraînement dans son agenda le plus tôt possible. Effectivement, une fois qu'on a calé ces séances de natation, ces séances de course à pied, ces séances de vélo, eh ben, on essaye de se tenir au maximum à son agenda. On articule le reste autour, hein, notamment les activités sociales, les activités éventuellement son agenda professionnel. Mais voilà, il faut que tout soit millimétré et bien organisé. Sinon, il y a de fortes chances que les séances d'entraînement passent à la trappe parce que le boulot a pris le dessus ou la famille a pris le dessus. Donc n'hésitez pas à bloquer vos créneaux et à tirer parti de votre agenda familial ou professionnel. Hein, donc effectivement, vos collègues sont en formation, peut-être que ce jour-là, vous pouvez vous octroyer un petit peu plus de temps pour vous entraîner en le rattrapant le soir ou en venant plus tôt le lendemain matin. Vos enfants, votre famille sont invités à un anniversaire un samedi après-midi. Ben voilà, peut-être c'est le moment aussi pour aller rouler un peu plus longtemps. Donc voilà, donc il faut essayer de tirer parti de chaque opportunité de l'agenda et surtout bloquer tous les créneaux le plus longtemps possible à l'avance. Ça me semble effectivement très important. Deuxième point qui aide à s'organiser, à se structurer, c'est qu'il faut essayer d'adopter ce que j'appelle une routine d'entraînement. Donc une routine, ça veut dire qu'il va y avoir un côté répétitif et par exemple, ça peut être tous les lundis natation, tous les mardis course à pied, tous les mercredis vélo home trainer et ainsi de suite. Et essayer de s'y coller parce que ça donne des repères et on sait que chaque lundi, le matin de bonne heure, on a une séance de natation prévue et on y va, sauf si on est malade ou s'il y a des conditions exceptionnelles. Donc c'est le fait d'avoir comme ça une organisation préétablie, une articulation, je dirais bien précise, ça peut permettre d'optimiser l'entraînement. Et si vous élaborez votre plan vous-même, voilà, faites au mieux. Et si vous faites appel à un préparateur physique, un entraîneur, un coach, il peut vous aider à articuler au mieux les séances entre elles pour vous permettre d'optimiser au maximum votre entraînement. Autre conseil qui me semble particulièrement intéressant pour les gens, pour les personnes, les athlètes qui ont un agenda professionnel variable, à savoir les professions libérales, les chefs d'entreprise, tous les auto-entrepreneurs.
tous ceux qui n'ont pas forcément une visibilité ultra précise sur leurs horaires de travail quotidien, n'hésitez pas à aller vous entraîner le matin tôt. Voilà, parce que une fois que votre séance de course à pied matinale est faite, une fois que votre séance de natation matinale est faite, elle est faite, c'est dans la poche. Comme je dis, ce qui est pris n'est plus à prendre. Et ensuite, vous pouvez dérouler votre journée de travail sans contrainte. S'il faut rester tard le soir, vous pouvez. Mais au moins, votre entraînement est fait. Si vous faites l'inverse et que vous positionnez votre entraînement en fin de journée, il y a potentiellement plein de raisons qui font que la séance risque de sauter. Un problème à gérer qui prend plus de temps que prévu, une réunion qui s'éternise, un client qui vous demande de l'aide en urgence. Voilà, toutes ces raisons qui font que le soir, la séance prévue, finalement, elle est plus possible, ou inversement, je dirais une fatigue de fin de journée trop importante qui fait que l'énergie, la motivation ne sont plus là pour faire la séance. Donc, si vous avez un agenda professionnel qui n'est pas forcément bien précis en termes d'horaire, en gros, si vous n'êtes pas fonctionnaire ou salarié, n'hésitez pas à aller vous entraîner le matin tôt. Voilà, au moins vous êtes tranquille, votre séance est faite et vous allez pouvoir vous entraîner comme ça régulièrement sans être impacté par vos autres activités. Autre conseil qui me semble très important, très intéressant pour élaborer des fondations solides de conditions physiques, n'hésitez pas à vous rendre à votre travail par un mode de locomotion actif. Et je pense bien entendu au vélo. Alors c'est sûr que c'est pas toujours évident, la météo s'y prête pas, votre boulot est un peu loin, mais si de temps en temps ou même régulièrement vous arrivez à aller à votre travail à vélo, c'est un temps de transport qui est incompressible, qui va être transformé en temps d'entraînement. Donc voilà, si vous mettez une demi-heure pour aller à votre lieu de travail en voiture, et potentiellement ça va être 3/4 d'heure de vélo qui peuvent, je dirais, mis bout à bout, semaine après semaine, constituer une condition, je dirais des fondations de conditions physiques très intéressantes. Et même sur des petites distances répétées tous les jours, si vous faites 5 km tous les jours aller-retour pour aller à votre travail, à la fin de la semaine ça fait 25 km, à la fin du mois 100 km, et c'est pas négligeable. Et ça permet d'élaborer de manière presque transparente dans votre agenda global, d'incorporer de l'entraînement physique en endurance de base, et très utile en vue de la saison à venir. Donc il y a plein d'avantages à incorporer des déplacements actifs pour aller ou revenir de son lieu de travail à vélo, même si c'est qu'une fois par semaine, même si c'est qu'une fois tous les 15 jours, c'est toujours ça de prix. Et puis si ça peut être tous les jours, là c'est formidable. Et je vous garantis qu'à la fin de la saison, ça fait des heures d'entraînement en plus et ça joue très clairement dans l'équation. Et cinquième conseil, parce que c'est vrai que l'une des activités qui prend le plus de temps, c'est le vélo, mine de rien. Voilà, et là on est dans l'hémisphère nord, on est dans une période particulièrement propice pour ça. Mais c'est vrai que le home trainer, en particulier l'hiver, mais aussi toute l'année, permet de gagner énormément de temps. Parce que votre vélo est en place, vous n'avez pas besoin d'un équipement, je dirais, aussi conséquent que lorsque vous allez rouler à l'extérieur. Vous pouvez faire un entraînement très qualitatif. Quand vous roulez 1 heure, c'est réellement 1 heure de pédalage, à l'inverse d'une sortie en plein air où il y a forcément des feux rouges, des descentes, des problèmes mécaniques qui font que voilà, on n'optimise pas forcément à 100% une séance en extérieur. Alors certes c'est plus agréable, mais c'est pas aussi optimal. Donc n'hésitez pas à incorporer de l'entraînement de traîneur dans votre routine hebdomadaire pour gagner du temps et pour être plus efficace. Et puis enfin, je dirais dernier point, bien entendu, quand on manque de temps, on ne peut pas faire du volume. Donc il faut faire de la qualité.
Et qui dit qualité dit qu'il faut aller vers des séances clés qui vont générer de la progression. Pour beaucoup d'athlètes, ce qui va générer de la progression, c'est déjà la condition physique générale. Donc, si vous n'avez pas l'habitude de faire du gainage, du renforcement musculaire, incorporez toutes les semaines ce type d'entraînement. Ça sera, vous n'allez pas forcément voir les effets immédiatement, mais à plus long terme, c'est indéniable, ça va beaucoup vous servir. Et surtout que ça peut être couplé à des séances, je dirais, de cross-training, de type course à pied, renforcement musculaire, course à pied, ou bien vélo, renforcement musculaire, course à pied, et ainsi de suite. On peut imaginer plein de modalités d'exercices qu'on peut même faire chez soi si on a les appareillages, mais vous pouvez faire des séances combinées extrêmement profitables et qui vont vous permettre d'avoir une super condition physique lorsque il s'agira, le moment venu, de rouler plus en plein air, d'allonger les séances de natation, de faire les premières transitions ou même de participer à vos premiers triathlons la saison prochaine. Donc le gainage associé à de la course à pied et du vélo, en 1 heure vous pouvez avoir une séance tout en un, vous avez travaillé un peu de course à pied, un peu de vélo, un peu de renforcement musculaire, et ça peut être, à raison d'1 à 2 fois par semaine, extrêmement profitable pour votre condition physique générale. Deuxième type d'exercices qui sont rarement pratiqués, mais qui ont un intérêt indéniable dans la préparation des athlètes d'endurance, c'est tous les efforts à haute intensité, de type sprint, de type accélération en escalier. Voilà, tous les efforts où en fait on va évoluer à des vitesses de déplacement et à des intensités supérieures à l'allure course, pour pas dire maximale. Aujourd'hui on sait que par exemple en course à pied, ce qui permet d'avoir une foulée beaucoup plus performante, c'est d'avoir de la force musculaire, c'est d'avoir un temps de contact au sol très faible. Ce genre de choses, ça ne se pratique pas en faisant des séances longues, des footings à intensité basse moyenne de 1 heure à 1h30. Non, ça se pratique en faisant des sprints, du travail de pliométrie, du travail de force musculaire, du travail très qualitatif. Donc n'hésitez pas à insérer du travail très qualitatif dans vos séances de course à pied, dans vos séances de vélo et dans vos séances de natation. Bien sûr progressivement, bien sûr à bon escient. N'hésitez pas à vous faire conseiller si vous ne savez pas trop comment faire, mais ce type de travail va vous permettre d'avoir un contenu d'entraînement très qualitatif qui va vous permettre de franchir des paliers, surtout si c'est des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. Voilà, et puis bien entendu, je vous invite à aller lire mon article parce que je donne quelques exemples de séances. Donc c'est dans le dernier Trimax que vous trouverez sur le site Trimax ou sur la page Facebook Trimax. Et bien entendu, voilà, tous ces conseils qui visent à optimiser son entraînement, à être en forme, à progresser, tendent vers donc de la qualité, vers une bonne organisation. Voilà, il n'empêche que, surtout si vous faites du longue distance, peut-être à des moments précis de la saison, lors de stages, lors de périodes un peu plus tranquilles, de vacances et autres, à un moment ou à un autre, bien entendu, il faut faire du volume. Et si vous n'en faites pas en temps normal, n'hésitez pas à augmenter de manière très importante votre volume pendant des périodes de 5 jours, 1 semaine, 10 jours, en doublant votre volume par exemple hebdomadaire habituel. Si vous faites 7-8 heures chaque semaine, n'hésitez pas à monter à 15 heures ponctuellement. Ça c'est pareil, ça va vous faire progresser de manière, je dirais, très rapide, parce que à un moment ou à un autre, de toute façon, qui dit effort d'endurance dit volume d'entraînement, et il faut en faire de temps en temps. Mais on peut préparer un Ironman en faisant 1 ou 2 blocs d'1 semaine de surcharge et en ayant un fond de roulement de 7, 8, 9 heures d'entraînement par semaine. Voilà, donc j'en ai terminé pour cette première partie. J'ai vu qu'il y avait déjà 1 ou 2 questions qui étaient parues dans le fil
des commentaires, donc je vais y répondre. Et puis pour ceux qui n'ont pas encore posé vos questions, allez-y, il y a une petite demi-heure, je vous consacre une petite demi-heure pour y répondre. Alors, on a un commentaire de Carole qui me fait plaisir et qui est une bonne illustration de l'optimisation du temps. Et Carole qui nous dit « Hello, faire du gainage en regardant les directs de Trimax ». Effectivement, quand on regarde les directs de Trimax, quand on regarde la télé, quand on écoute la radio, on peut tout à fait faire deux choses en même temps. Et c'est même, je dirais qu'il y a un côté très intéressant, c'est que le fait de rajouter, je dirais, une tâche cognitive à un exercice physique durcit un petit peu l'exercice physique en question. Je m'explique, il y a des études scientifiques qui ont montré ça, c'est que si on ajoute à un entraînement physique, quel qu'il soit, une contrainte mentale, de type calcul mental, lecture, réflexion, on augmente la pénibilité de l'effort, même si c'est léger, et donc on augmente quelque part la charge de travail. Donc c'est une excellente manière de coupler je dirais, l'entraînement physique avec une activité mentale pour optimiser son temps et au final progresser un petit peu plus. Merci Carole pour ce commentaire. Alors pour le moment c'est tout. Merci pour ceux qui, comme Vincent, qui nous disent toujours au top, merci pour ton coaching et tes conseils. Merci Vincent d'y participer. Il n'y aurait pas d'internautes devant leurs ordinateurs ou leur téléphone, ces lives n'auraient pas beaucoup d'intérêt. Et puis j'en profite aussi pour remercier Trimax de me permettre d'organiser ces lives. Donc écoutez, en attendant qu'il y ait une autre question, je vais faire un petit contextualiser un petit peu temporairement l'entraînement du moment. C'est vrai que là en ce moment on est dans une période qui n'est pas forcément très propice pour s'entraîner à l'extérieur, notamment les jours sont très courts, il commence à faire vraiment froid, il pleut, il neige, en tout cas en France, et c'est vrai que c'est pas forcément évident. Les fêtes de fin d'année arrivent, se profilent à l'horizon petit à petit, donc c'est une période effectivement qui peut être propice à une coupure pour ceux qui se sentent fatigués, qui ont une grosse saison 2019. Mais ça peut aussi être une période, comme toute une période d'intersaison, je dirais très profitable pour travailler ses points faibles. Voilà, donc on n'a pas de pression, on est allé assez loin des objectifs de la saison 2020. Donc c'est le bon moment pour déterminer 2-3 points faibles qu'il convient de travailler spécifiquement en ce moment pour essayer d'en faire, non pas des points forts, parce que quand on a un point faible, c'est très difficile d'en faire un point fort, mais au moins de faire en sorte que ce point faible soit moins pénalisant. Donc pour tous ceux qui ont un petit peu des difficultés techniques en natation et des difficultés tout court en natation, qui sortent un peu loin sur les épreuves de triathlon, n'hésitez pas à profiter de l'hiver pour nager un peu plus, pour vous faire conseiller techniquement. La natation, c'est peut-être l'activité la plus technique des trois, et moi je donne souvent ce conseil à mes sportifs débutants en triathlon ou à ceux qui veulent franchir un palier. À un moment ou à un autre, il faut être conseillé techniquement. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit stage de natation, à prendre des leçons de natation, des leçons techniques, parce que des fois des tout petits ajustements peuvent vous aider à franchir des paliers très intéressants. Voilà, et pour ça, il faut se faire conseiller parce que ça se fait pas en claquant des doigts. Donc n'hésitez pas à travailler au point faible, ça peut être la technique, ça peut être des choses qu'on ne travaille pas en saison, comme la force musculaire, comme la puissance maximale, comme la souplesse, que ça peut être aussi un très bon moment pour soigner des blessures un petit peu
récalcitrantes ou récidivantes, hein, c'est le bon moment pour consulter. On a peut-être un petit peu plus de temps libre pour ça. Donc voilà, il faut mettre à profit cette période d'intersaison pour bien consolider les fondations, travailler ses points faibles et pouvoir, dès janvier ou février, accélérer l'entraînement et là, aller vers des choses plus spécifiques et travailler et renforcer ses points forts à partir du moment où on commence à rentrer petit à petit dans la période de préparation spécifique. Voilà, donc petite contextualisation pour tous ceux qui sont en hiver et qui préparent des objectifs l'année prochaine. Antoine nous demande, hormis les applis type Zwift, le home trainer classique, c'est ennuyant passer 45 minutes. Des astuces? Alors, effectivement, aujourd'hui, avec les home trainers connectés, on a accès à un certain nombre d'applications comme Zwift, comme Trainer Road, il y en a un certain nombre qui peuvent vous permettre de faire des séances, éventuellement en groupe, et rouler un peu plus longtemps. Je pense que si on s'affranchit de ces applis et qu'on a juste un home trainer simple et qu'on veut juste s'entraîner sur un home trainer, la clé c'est de faire des séances relativement courtes et très qualitatives. Donc il faut impérativement du contenu. Il faut que tout soit minuté, minute par minute, avec des séries d'entraînement, un travail extrêmement précis. Et pour ça, il y a deux options. Soit vous allez trouver des séances types quelque part. Et j'en profite pour vous dire que sur le site wts.fr, on a un article qui est intitulé 11 séances de home trainer pour progresser en vélo. Donc vous pouvez tout à fait aller vous inspirer des séances qui sont présentées dans cet article. C'est notre article même, je n'hésite pas à le dire, qui est le plus vu sur notre site donc qui a beaucoup de succès, probablement parce qu'il répond à un besoin. Voilà. Et bien entendu, le home trainer pour moi ça doit se limiter à 1h, 1h15 grand maximum. Alors bien sûr si on a des objectifs très proches type Ironman, qu'on n'a pas trop le temps, on peut aller plus loin sur des séances plus longues, mais ça nécessite une grande force mentale, une bonne organisation, du bon matériel, voilà. Mais on peut déjà faire du très bon boulot sur des séances de 45 minutes à 1h15 et donc Antoine, je vous invite à aller voir sur notre site wts.fr l'article intitulé 11 séances de home trainer pour progresser à vélo. Karen nous demande quel home trainer recommanderiez-vous? Alors, il y a plusieurs types de home trainer et tout dépend ce qu'on recherche et l'usage qu'on en a. Par le passé, les home trainers c'était les rouleaux. Hein, donc on avait des rouleaux, on posait son vélo dessus et on évoluait de manière un peu instable sur ces rouleaux. Et ça, ce type de home trainer est très intéressant pour faire un travail de technique de pédalage, de fluidité. Voilà, c'est très simple à utiliser puisqu'on pose le vélo dessus et on roule dessus. L'inconvénient, c'est que c'est assez technique et qu'on peut difficilement faire des choses de haute intensité. C'est plutôt pour s'échauffer, pour faire des petites séances de récup active, pour faire un petit peu de travail technique sur rouleau, etc. Ça, c'en est un, c'est pas forcément celui que je vous recommanderais. Après, vous avez les home trainers classiques qui prennent la roue arrière et il y a plein de marques emblématiques comme Elite, comme Tax et autres. Et sur des home trainers simples, et qui vont vous permettre de rouler en intérieur dans de bonnes conditions sur votre propre vélo. Il y a l'équivalent en home trainer connecté avec donc une régulation de la puissance en fonction des exercices que vous voulez faire. Et puis il y a les vélos d'intérieur, complètement avec tout l'équipement, les pédales, la selle, etc. en une pièce, qui ont aussi leurs avantages. Voilà, parce que ils sont en place et on monte dessus, on pédale et il y a le fameux Wattbag qui est un petit peu la référence en la matière. Voilà, donc chaque home trainer a ses avantages, des budgets, des avantages et des inconvénients, des budgets différents. Je dirais que tout dépend, et là j'ai pas la réponse, de votre niveau, de
de votre habitude à faire du home trainer, de la place dont vous disposez chez vous. Et je pense que le plus simple, c'est quand même d'aller chez un vélociste pour vous faire conseiller. Mais néanmoins, si vous rajoutez quelques infos, je peux essayer d'y répondre. Vincent nous dit, Jean-Baptiste, faut-il nécessairement augmenter le volume d'entraînement pour passer des Ironman classiques au full? Alors, je pense que quand voilà, on a des objectifs de type longue distance qui vont nécessiter de longues heures d'effort, c'est difficile d'appréhender ce genre d'événement en se contentant d'un volume d'entraînement faible et de séances courtes. Je fais un schéma et je pense notamment à ce qui est le plus long sur un Ironman full, c'est le vélo. Voilà, pour beaucoup d'athlètes, le vélo, ça se fait en fonction du profil, du niveau, en plus ou moins 6 heures. Bon, 6 heures de vélo, ça nécessite une endurance spécifique qu'on ne peut pas acquérir en se contentant de séances d'1 heure ou 2 heures. Ça revient presque c'est presque miraculeux que d'être capable d'aller au bout d'un Ironman avec des séances d'1 à 2 heures de vélo et des footings d'1 heure. Donc, effectivement, à un moment ou à un autre, il faut faire du volume pour que ça se passe bien le jour J, pour avoir la distance dans les jambes. Alors, ça veut pas forcément dire qu'il faille faire toute la distance, qu'il faille faire impérativement 180 km à vélo, mais en tout cas, il faut incorporer en son entraînement un certain volume de travail pour avoir l'endurance musculaire notamment, métabolique, mentale, et pour que le jour J, l'Ironman se passe bien. Donc voilà, donc moi je dirais pour des athlètes amateurs qui manquent de temps, je dirais que à minima, 1 mois avant l'Ironman, il faut essayer de faire une séance à une quinzaine d'heures d'entraînement en essayant de caser des séances clés, à savoir un 150 km à vélo, un footing de 20-25 km, et puis un 3 km en natation. Donc en gros, il faut être capable de faire 70% de la distance du jour J à l'entraînement, 1 mois avant l'objectif. Voilà. Bon, maintenant, pour en parler longtemps, comment on s'organise, à quel moment, et voilà. Après, on rentre dans des subtilités de préparation physique et de planification d'entraînement, et c'est très individuel. Et je ne peux pas rentrer dans les détails comme ça sur un live. Médéric nous dit, peux-tu nous donner un exemple d'une séance de home trainer d'environ 1 heure pour développer son endurance? Alors, bon, 1 heure de home trainer, si on roule un petit peu, on les fait facilement en endurance. Je vais te donner 2 exemples de séances intéressantes. La première, parce que c'est du travail technique et donc c'est toujours intéressant de faire de la technique à un moment ou à un autre, voire tout le temps, toutes les semaines, mais c'est le fameux pédalage sur une jambe. Hein, le fait de pédaler sur une jambe, ça permet d'optimiser la motricité, la synchronisation, la coordination musculaire et donc d'optimiser le tour de pédale. Donc très classiquement, on déclipe un pied, on pédale pendant 30 secondes de la jambe droite, on permute, on pédale 30 secondes de la jambe gauche seule, et ensuite on pédale pendant 1 minute en vélocité les 2 jambes en même temps. Voilà, ce type de séance, en répétant ce petit module 5, 6, 10 fois, ce type de séance permet d'améliorer la technique et donc et de voir la séance de home trainer passer plus vite. Deuxième type de séance, c'est le très classique travail de développement de la VO2 max, donc c'est de la musculation cardiaque, c'est du travail intermittent court de type 30 secondes PMA, 30 secondes récupération active, à peu près 50% de sa PMA, ou du 15-15, du 20-20, il y a plein de modalités possibles. L'idée avec ce type de séance, c'est de faire monter petit à petit la fréquence cardiaque vers des valeurs, je dirais, proches du maximum, hein, en tout cas entre 90 et 100%, et de maintenir ce travail cardiaque pendant une durée relativement longue. En gros, plus on va rester longtemps
à une haute fréquence cardiaque, plus on peut espérer avoir de progrès en termes d'efficacité cardiaque dans le débit sanguin, je dirais, généré par le muscle cardiaque. Voilà, donc une séance technique, une séance d'intermittent court. Puis là, c'est pareil, si vous voulez des exemples, allez sur mon site wts.fr, il y en a un certain nombre. Sylvie nous dit « Je culpabilise toujours de ne pas m'entraîner quand je suis malade ». Alors, Sylvie, c'est normal. Voilà, quand on s'entraîne plus et qu'on a l'habitude de s'entraîner très régulièrement, on a tendance effectivement à culpabiliser, à devenir un peu plus tendu. Mais voilà, qu'est-ce que c'est quelques jours off sur une saison d'entraînement, sur une vie de sportif ou de sportive? Donc quand on est malade, c'est qu'on n'est pas opérationnel, c'est que le corps envoie un signal et c'est qu'il est temps de se reposer, de recharger les accus. Voilà, puisque la maladie, la blessure, c'est des signaux que nous envoie notre corps pour nous inciter à lever le pied, à nous calmer, à nous reposer. Même si c'est un virus, on sait très bien que notre système immunitaire est plus ou moins, je dirais, performant pour faire face à des virus comme la grippe ou autre, et que quand on est fatigué, pas forcément surentraîné, mais qu'on a un rythme de vie très soutenu, on est forcément un peu plus fragilisé, notamment au niveau digestif, puisque c'est là que se passe l'immunité dans une grande majorité, et donc on va être plus sensible au virus. Donc si on tombe malade, c'est que quelque part il y avait un fond de fatigue et qu'on en a trop fait. Donc ne pas culpabiliser, prendre son mal en patience, et généralement ça revient très bien après une petite reprise progressive et quelques jours d'arrêt liés à une maladie type virale hivernale. Yo nous dit « Attention au volume, risque de blessure. Moi, pas plus de 9 heures par semaine, quasi toute l'année, et je relâche 10 jours avant. » Donc, effectivement, le problématique de beaucoup de triathlètes, c'est une problématique de volume et d'endurance de base permanente. Donc, quand on s'entraîne toujours de la même manière, avec un volume, je dirais, relativement conséquent, qu'on s'entraîne toujours à des intensités ni réellement basses, ni réellement hautes, en fait, on ne progresse pas. Le risque de se blesser intervient rapidement, surtout si on n'observe pas de période de récupération. Et donc, c'est assez rapidement contre-productif. Donc, le volume, très intéressant d'en faire ponctuellement. C'est un des principes de base de la préparation physique, la surcharge. Mais cette surcharge, elle doit être ponctuelle parce qu'on ne peut pas être en surcharge en permanence. Et donc voilà, donc n'hésitez pas à faire varier votre charge d'entraînement tout au long de votre préparation. Des semaines, je dirais, d'entraînement un petit peu de standard, à 6, 7, 8 heures, 9 heures. Des périodes d'entraînement un peu plus en surcharge, mais très ponctuelles, à des moments précis de la préparation. Et puis aussi, et c'est tout aussi important que les périodes de surcharge, des périodes de récupération active, où on diminue son volume d'entraînement, voire même on se repose complètement pour recharger les accus, éviter d'accumuler des tensions musculo-tendineuses qui, à un moment ou à un autre, peuvent se répercuter en tendinite et autres. Donc voilà, je rappelle 2 principes de base de la préparation physique qui sont en lien avec cette question. La surcharge, mais forcément c'est ponctuel, et le corollaire de la surcharge, c'est l'alternance entre les phases d'entraînement et les phases de récupération, même si c'est les phases de récup actives. Ça, c'est un principe fondamental pour éviter de se blesser, éviter de tomber malade, éviter de stagner bêtement, en fait. Alors, allez, on va en prendre encore 2-3 questions et puis malheureusement, je vais être obligé de m'arrêter. Pour le travail de force, plutôt salle de sport ou sur sortie vélo avec du gros braquet? Alors,
Stéphane, tout dépend du type de force que vous voulez développer. Si c'est de la force maximale, c'est vrai qu'à un moment, il n'y a que en salle qu'on peut le travailler. Et je pense notamment au travail sur des presses, au travail de type haltérophilie avec une barre de squat. Et c'est vrai que si on est un athlète un peu longiligne, qu'on ne travaille jamais sa force, ça peut être extrêmement profitable d'améliorer ses capacités de force maximale, en particulier à l'intersaison. Après, si c'est de la force plus spécifique, ça peut se faire en extérieur. Alors en natation, c'est en nageant avec des plaquettes, hein, mais voilà, il faut y aller progressivement pour ne pas se blesser. Et puis il ne faut pas faire que ça. En vélo, c'est effectivement en train avec des gros braquets. Et puis en course à pied, ça peut être du travail de côte, ça peut être du travail en se lestant un peu un petit sac à dos, et ainsi de suite. Donc il y a plein de modalités de travail de la force, mais c'est vrai que la force max, on va la travailler plutôt en salle, même si on peut aussi faire de la puissance max sur le terrain. C'est les travails de sprint dont je parlais tout à l'heure, où il y a une composante force. Et puis ça peut être en extérieur pour de la force spécifique, de l'endurance de force. Donc là, voilà, c'est travail avec plaquettes, travail avec des gros braquets, travail de côte à pied. Alors, Manos nous demande, en termes de qualité, sur une semaine d'entraînement, quel est le fil rouge à tenir entre endurance et qualité? Alors, c'est une très bonne question, parce que c'est une histoire de dosage. Et là, je dirais, rappeler un des principes aujourd'hui de base, en tout cas une méthode qui est assez en vogue et qui marche plutôt bien pour une majorité d'athlètes, parce qu'elle est tout simplement logique et c'est du bon sens, c'est la méthode de l'entraînement polarisé. L'entraînement polarisé, ça sous-entend qu'on va faire à peu près 80% de ces séances d'entraînement en endurance de base, donc à basse intensité. Donc c'est des footings, c'est des sorties vélo tranquilles, c'est des séances de natation plutôt souples, plutôt techniques, voilà, où on est à une intensité d'effort plutôt basse. Une intensité d'effort basse. Et puis l'autre partie, les 20% restants, c'est un entraînement de qualité, de plutôt haute intensité. Donc c'est tout le travail par intervalle, c'est le travail de musculation, c'est le travail de gainage. Pour moi, ça fait partie du travail de qualité. Et ça représente, selon les périodes, plus ou moins 20% des séances d'entraînement. Donc si vous entraînez 5-6 fois par semaine, ça veut dire que vous allez faire 1 à 2 séances de qualité chaque semaine et de l'ordre de 4 séances d'endurance de base le reste du temps. Voilà, parce qu'on ne peut pas faire de la qualité tous les jours, on ne peut pas se mettre faire des séries à haute intensité chaque jour. Donc il faut alterner les séances qualité, les séances d'endurance de base, les séances qualité, les séances d'endurance de base. Donc tout ça, c'est de l'organisation hebdomadaire et ça dépend ce qu'on veut privilégier, ce sur quoi on veut travailler. Mais je dirais que l'opposé de l'entraînement polarisé, 80-20, ça serait de faire que de l'endurance ou que de la qualité. L'un comme l'autre n'est pas très profitable. Uniquement l'endurance, ça va générer très peu de progression et une stagnation très rapide. Que de la qualité, ça va très vite générer des blessures, un surmenage, un surentraînement, parce que c'est trop intensif. Donc il faut trouver le bon ratio et le bon mix. Nathalie nous demande, est-ce que le parallèle 1 heure d'entraînement sur home trainer en intensité égale 2 heures en extérieur? Je dirais que oui, ça peut, si on fait effectivement 1 heure de haute intensité, ça équivaut probablement à plus ou moins, environ 2 heures de vélo en endurance à l'extérieur. Voilà, donc ça, je pense que
c'est relativement valable, mais la séance en intensité sur Home Trainer générera probablement beaucoup plus de fatigue et un temps de récupération plus long que la séance de 2 heures en extérieur. Donc après, si on veut aller dans des choses un petit peu plus pointues, il faut quantifier la charge d'entraînement, soit cardiaquement, il y a des équations pour ça, soit avec les watts et le travail mécanique effectué à l'effort. Donc pour ça, il faut un capteur de puissance. Mais de manière un peu intuitive, voilà, c'est ça. 1 heure de home trainer à intensité basse moyenne, c'est équivaut à 1 heure et demie d'entraînement en extérieur, et 1 heure de home trainer intense avec des intervalles de l'entraînement par intervalle, ça équivaut bien à 2 heures voire 3 heures de vélo en endurance en extérieur. Alors merci Jackie, le fondateur de Trimax, qui nous regarde et nous a rejoint. À bientôt Jackie. Et puis je vais prendre une dernière question. Médéric qui nous dit peut-on dans une même séance développer sa PMA et son endurance? Alors dans l'absolu, oui. Maintenant, attention à pas trop en faire, parce que une séance, je sais pas, on va dire de 3-4 heures de vélo dans laquelle on fait des séries de PMA, ça devient une séance potentiellement très intense qui va générer une certaine fatigue, et voilà, il ne faut pas se répéter ça trop régulièrement. Donc ça peut être utile, mais l'entraînement dissocié, à savoir même potentiellement le même jour, 1 heure de PMA le matin et 2-3 heures de vélo en endurance l'après-midi, peut être tout aussi intéressant, voire plus. Donc dans l'absolu c'est possible. Maintenant il faut voir quelle est l'utilité et si ça répond aux besoins de l'athlète et des objectifs qu'il prépare. Ok, alors écoutez, allez, la dernière question, parce qu'il y en a beaucoup. Les autres, j'essaierai d'y répondre par écrit. Guillaume nous dit premier tri en 2020, des conseils secrets. Alors, des conseils secrets, j'ai plein de conseils secrets, mais pour ça il va falloir me contacter directement. Mais je dirais que si vous faites, Guillaume, votre premier triathlon en 2020, je ne connais pas la distance, je dirais que le premier conseil que je peux vous donner, c'est de faire à environ 3 semaines, 1 mois de votre triathlon, d'essayer de faire une répétition générale. Voilà. Parce que le triathlon, c'est quand même assez technique, il y a 3 sports en un, il y a du matériel qui est différent selon la natation, le vélo, la course à pied, bien entendu. Donc il faut essayer de faire une répétition générale, nager en combinaison, comment j'enlève ma combinaison, qu'est-ce que je fais de mon bonnet, de mes lunettes quand je suis en train de faire ma transition, comment je monte sur le vélo, comment je passe du vélo à course à pied. Donc voilà, s'il y a une chose à faire, c'est ça, 1 mois avant, faites une répétition générale sur des distances bien sûr inférieures aux distances de course, surtout si c'est un long. Et voilà, et normalement le jour J, vous aurez éliminé 80% des éventuels petits problèmes techniques à gérer qui pourraient intervenir le jour J. Voilà, écoutez, je vous remercie à tous pour votre participation. Je vais essayer de répondre aux autres questions par écrit là dans la soirée ou demain. Merci à tous, vous avez été très nombreux aujourd'hui à regarder ce live. Et puis je vous donne rendez-vous avant Noël pour le dernier live de l'année. Et puis d'ici là, bon entraînement à tous. À bientôt.